Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire au thème Les villes face aux feux de forêt. Donc, je suis Louise Fell, chargée d'études à la Fabrique de la Cité, et je vais animer donc ce webinaire avec nos deux intervenants du jour. Rapidement, le déroulé de du webinaire, pardon. Donc, je vais commencer par résumer rapidement la note qu'on vient de publier justement sur le sujet des villes face aux feux de forêt, associés approche paysagère, savoir-faire ancestraux et efforts de prévention. Ensuite, nous aurons une intervention de Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte d'Or, qui est également gestionnaire de forêt, rapporteure de la commission spéciale sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre ce risque. Et ensuite, une intervention de Arthur Guérin-Turc, géographe de l'environnement et également coordinateur du programme de recherche-action au POPSU nommé Habiter les cendres sur la forêt de la Teste de Buch en Gironde. Et ensuite, la parole sera à vous pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Donc rapidement, je vais revenir un peu sur ce qu'est la Fabrique de la Cité pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes un think tank sur les transitions urbaines créé en 2010 par le groupe Vinci. Et notre travail donc aborde tous les sujets d'adaptation au changement climatique, de mobilité, d'énergie, sous la forme de notes comme celle que je vais présenter, mais également d'interviews d'experts pour apporter des perspectives un peu différentes, des webinaires comme celui-ci, des tables rondes et encore des ateliers territoriaux pour directement aller sur le terrain. Donc, je vous ai partagé quelques dernières notes qu'on a publiées donc, sur des sujets très différents, sur les transports, sur le rafraîchissement urbain et donc sur les feux de forêt. Donc, cette note, elle rentre dans le cadre de notre volonté de mieux comprendre les enjeux d'adaptation des villes, des espaces urbains à différents risques liés au changement climatique. Et donc, cette étude a été menée à travers des échanges avec une quinzaine d'experts de divers profils pour mieux comprendre à quoi on fait face, pourquoi les villes sont de plus en plus exposées à ce risque-là. Et on va vous mettre le lien de la note téléchargeable sur le site dans le chat. Donc, ce qui nous intéresse à la Fabrique, c'est d'essayer de comprendre voilà, les défis auxquels font face les collectivités et comment l'aménagement du territoire doit s'adapter pour que les villes soient plus résilientes aujourd'hui et demain. Et le feu de forêt, initialement, on l'associe à un risque plutôt rural de campagne. Et pourtant, aujourd'hui, à peu près une commune sur cinq en France est exposée à ce risque. Donc, c'est vraiment un sujet urbain qui est évidemment lié à notre façon d'habiter les territoires. En bord de littoral, on peut avoir le problème de l'érosion côtière. En bord de fleuve, le problème des crues. Et quand on veut habiter proche ou au milieu d'une forêt, forcément, il y a le risque incendie qui se pose. Mais pour rappeler un peu voilà, ce qui est un risque, c'est le croisement entre un aléa, donc que ce soit des pluies extrêmes par exemple pour le risque inondation, ou un feu, et un croisement donc, entre cet aléa et des enjeux, des habitations, des commerces, une ville, qui font que le risque naît et donc qu'on cherche à le maintenir. Le risque feu de forêt, il s'est intensifié ces dernières décennies, en partie à partir de trois facteurs principaux. Donc, le premier, c'est l'exode rural qui, en fait, nous a fait un peu perdre la connaissance des milieux naturels en général et des forêts d'autant plus. Également, évidemment, une urbanisation massive qui a rapproché les villes des forêts. Et évidemment, le changement climatique qui, en fait, vient exacerber le risque parce qu'il va favoriser des conditions météorologiques qui sont beaucoup plus favorables à l'éclosion d'un feu, donc la sécheresse, le vent, les fortes chaleurs, comme on vit actuellement. Donc, en fait, le risque feu de forêt, a augmenté parce qu'on a augmenté les zones de croisement, d'interface entre les villes et les forêts. Et dans le même temps, on a perdu des connaissances assez importantes de ces milieux-là et parfois même de méthodes ancestrales qui permettaient de le maîtriser. Donc, c'est justement ce que la note met en avant, qui a évidemment des leviers pour maîtriser, contenir le risque sur nos sociétés. La première, évidemment, c'est la prévention et la sensibilisation de tous les acteurs du territoire, autant les citoyens voilà, que tous les professionnels qui peuvent être concernés, surtout les jours de haut risque, mais évidemment aussi mettre en place, œuvrer à la mise en place des obligations légales de débroussaillement, donc qui sont une loi qui oblige les habitants qui habitent proche d'un massif forestier à débroussailler leur jardin, à contenir la masse de combustible qui pourrait aider en fait à la propagation d'un feu.
Mais on a également fait émerger des savoir-faire ancestraux qui étaient un peu oubliés et qui reviennent un peu au goût du jour depuis quelques années. Notamment les brûlages dirigés. Donc en fait, c'est l'idée de venir brûler une partie de la forêt au bon moment, donc pas en été, notamment au bon endroit et avec donc des personnes habilitées pour le faire, pour en fait rendre la forêt plus résiliente, plus résistante à des feux de plus grande ampleur. Donc ça se fait encore dans certains territoires français, notamment en Corse, dans le Pays Basque ou dans le Var, dans le Sud-Est en général. Et c'est aussi quelque chose que les communautés autochtones dans le monde entier continuent de faire. Et c'est une méthode qui a été en France, qui est une méthode réautorisée en France depuis 2001 comme vraiment une méthode de lutte contre le risque incendie. Donc c'est paradoxal, mais le feu peut prévenir l'incendie s'il est, il est maîtrisé au bon endroit et au bon moment. Nous, ce qui nous intéresse également, c'est forcément ce que l'aménagement du territoire peut permettre pour réduire le risque. Et en fait, il y a des méthodes qui permettent de mettre à distance la ville de la forêt. Et en fait, c'est souvent ce qu'on retrouvait en fait, pendant longtemps dans nos territoires. C'est une sorte de mosaïque paysagère avec une ville, des parcelles agricoles qui l'entourent, des élevages, pour mettre à distance la forêt qui n'était pas, comme on l'a vu dans certaines images, juste derrière les habitations de certaines personnes. Donc on a des leviers qui se développent, mais qui sont difficiles, qui reviennent, enfin des choses qu'on avait l'habitude de faire, qui reviennent dans les pratiques aujourd'hui, mais forcément ça demande de mettre à jour certaines connaissances. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués, autant les citoyens avec ce qu'ils peuvent faire autour de chez eux dans leur jardin, mais également les professionnels voilà, de l'assurance, les sapeurs-pompiers, les élus, tout le monde, enfin beaucoup d'acteurs sont concernés. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qui cristallise un peu la mise en action de ces différentes méthodes. Et le sujet aujourd'hui de notre échange, c'est de comprendre où on en est aujourd'hui sur tous ces aspects-là. Donc, c'est des aspects qui sont remis en place dans certains territoires français, mais pourquoi c'est encore, pourquoi c'est nouveau, quels sont les freins à leur mise en place, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et comment on fait pour embarquer les collectivités? Est-ce qu'elles ont suffisamment d'outils pour pouvoir mettre en place ces différents leviers? Et on va aussi se poser la question de la réglementation, enfin, voilà, quel niveau est-ce que voilà, l'État, la réglementation peut aider aussi à inciter à des pratiques plus bénéfiques pour maîtriser le risque feu de forêt. Euh, donc, c'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec la sénatrice Anne-Catherine Loisier euh, qui va pouvoir nous dire un peu son point de vue sur le sujet et comment on peut aller plus loin, comment on peut faire mieux. Madame la sénatrice, est-ce que elle est bien connectée? Oui, bonjour à Parfait. tous. Bonjour, je mets la caméra. Oui, je pense qu'on J'espère que vous verra me mieux. voyez. Parfait. Ça devrait aller comme ça. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'associer à ce temps d'échange, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un sujet sur lequel le Sénat s'est penché en 2022, en fait, suite aux incendies très importants qu'on a connus, qu'on a rencontrés sur l'ensemble du territoire. Et c'était ça aussi la grande surprise à l'époque, c'est qu'on avait des incendies là où on ne s'attendait pas à en avoir, d'une manière très forte, très impactante. Alors, je ne parlerai pas de méga feux, moi, mais en fait, on avait quand même des incendies euh, d'une grande intensité, selon la formule des pompiers. Et puis avec une extension aussi dans le temps, c'est-à-dire que entre 2022 et 2023, on s'est retrouvé avec des incendies, y compris dans les périodes, je dirais, où on avait moins l'habitude d'y être confronté, avec et enfin, dernier paramètre qui caractérisait cette période, des incendies aussi sur les terres agricoles et qui, du coup, après, embrasaient également les forêts. Donc voilà, face à cette nouvelle configuration qui, comme vous l'avez dit, est liée à beaucoup de paramètres, dont le réchauffement, les dépérissements en forêt, les sécheresses importantes, les coups de soleil aussi des forêts avec des houppiers qui sont souvent défoliés du fait des températures importantes.
On a réfléchi donc dans le cadre d'une commission spéciale, hein, je le souligne parce que c'était assez intéressant. En fait, il y avait des rapporteurs qui venaient commission des lois, commission des affaires éco, commission du développement durable, pour avoir vraiment une vision transversale. Et je pense qu'en fait, une des clés de la réponse aujourd'hui à l'intensification des risques d'incendie, c'est notamment de mettre en place une nouvelle approche à la fois mieux reconnue au niveau national, mais aussi transversale par rapport aux administrations et aux ministères concernés. Puisqu'on se rend compte que la vulnérabilité qui existe aujourd'hui, elle est notamment due à une approche pas suffisamment partagée entre l'ensemble des acteurs, le fait que le logement, que l'urbanisme, en l'occurrence, ne parle pas forcément aux pompiers, à l'intérieur, vous voyez. Et donc, voilà comment nous sommes partis sur cette réflexion avec la volonté, donc, de provoquer un peu un électrochoc au niveau national pour qu'il y ait une prise de conscience de ce danger, parce que malheureusement, on pense qu'on n'est qu'au début et que ce risque va encore s'accentuer dans les années à venir, compte tenu que la France est quand même un grand pays agricole et forestier. Donc, on a beaucoup d'espaces naturels et notamment, on a beaucoup de forêts. Hein. Il n'y a jamais eu autant de forêts, enfin, depuis le Moyen-Âge, il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Hein. Je rappelle que souvent, les forêts ont cru sur des territoires pauvres, parce que les territoires plus riches, on faisait de l'agriculture. Et donc aujourd'hui, on constate qu'on a plus de 17 millions d'hectares. Donc on est vraiment, quand on parle de déforestation, ce n'est pas du tout le cas de la France. On est plutôt dans un schéma d'extension en fait des espaces boisés. Et du coup, cette proximité entre espaces boisés et zones habitées est de plus en plus grande. En plus, nos concitoyens ces dernières années ont aspiré à se trouver au milieu de la campagne en pleine forêt, parfois en dépit de considérations de sécurité, et notamment dans le sud. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une approche qui doit être beaucoup plus intégrée de la prise en compte de ce risque en matière d'urbanisme. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais voilà, il faut vraiment que les plans aujourd'hui d'urbanisme intègrent davantage le risque forestier et ces transitions en fait, d'espace entre villes, éventuellement agriculture, mais souvent pas très loin, forêt aussi. Voilà. Donc, en ce sens, on a essayé d'encadrer un petit peu cette évolution de l'urbanisme dans le cadre de missions confiées au préfet pour arriver à identifier les nouveaux territoires à risque. On a l'habitude de se dire que c'est dans le sud, mais voilà, on se rend compte aujourd'hui que même plus au nord de l'Hexagone, il y a des territoires aujourd'hui qui pourraient faire l'objet d'un PPRI, hein, de risque incendie. Et on a également donné aux maires la possibilité de faire valoir un droit de préemption quand ils constatent qu'effectivement, à proximité des habitations, il peut y avoir des zones boisées qui ne sont pas en fait gérées, où il n'y a pas de plan d'aménagement. Quand on dit non aménagé, c'est pas de plan d'aménagement, parce qu'une des tourner parce qu'une des conditions, enfin un des volets importants de la lutte contre la propagation des incendies pour nous, c'est effectivement la gestion forestière. Donc, il faut que les forêts soient gérées, entretenues, c'est-à-dire qu'on essaie d'évacuer un maximum de combustible, mais enfin, voilà, on ne va pas enlever toutes les branches qui sont sur le sol en forêt, parce que c'est aussi des branches, enfin, c'est aussi des éléments qui viennent nourrir les sols. Hein. Il n'y a pas d'amendement ou peu d'amendements en forêt, donc c'est important de reconstituer les sols. Donc, c'est pour ça qu'on laisse aussi des branches en forêt, parce qu'il faut bien donner des matières nutritives. Donc, voilà, c'est un subtil équilibre, mais en tout cas, il faut de la gestion forestière avec des cloisonnements, des voies d'accès. Voilà, on ne peut pas se permettre de laisser des massifs forestiers sans gestion, parce que là, c'est vraiment le cas de figure où l'incendie risque de se propager très, très vite et devenir incontrôlable. Donc, des stratégies vraiment à l'échelle des massifs forestiers qui permettent d'associer l'ensemble des acteurs, le public, l'ONF, les communes forestières, mais aussi le privé, donc les forestiers privés, mais aussi, donc on l'a dit, les agriculteurs et bien sûr les élus et les pompiers, voilà, pour que tous ces acteurs-là aient le même niveau d'information sur leur territoire dont ils ont la responsabilité et qu'ils sachent comment s'organiser, à la fois en termes de prévention, mais aussi, le cas échéant, en termes d'incendie.
On s'est beaucoup penché aussi sur les accès en fait au massif, puisque premier moyen de lutte contre les incendies, c'est d'avoir accès au feu. On l'a vu que en Aquitaine, un des sujets, c'était qu'il n'y avait pas forcément toujours d'accès au massif. Donc, il faut des accès au massif avec des accès spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut que les véhicules de pompiers puissent soit se retourner, soit sortir avec une entrée et une sortie. Donc, des considérations quand même qui sont en termes d'infrastructure assez lourdes. Et puis, bien sûr, quand on regarde un massif, il faut qu'on identifie des points d'eau. Parce que un autre moyen d'action rapide, c'est effectivement la capacité à s'approvisionner en eau rapidement quand un incendie se déclare. Donc on a essayé de mettre en évidence tous ces paramètres qui nous semblent absolument importants en termes de coordination des acteurs de proximité. Ensuite, sur le volet agriculture, forêt, donc ce que je disais, c'est qu'on observe que, bon, vous l'avez dit, une grande majorité, 80%, je crois, que des incendies sont d'origine humaine. Donc souvent à proximité des lieux d'activité ou à proximité aussi des exploitations éventuellement agricoles. Donc il y a vraiment une volonté d'être beaucoup plus attentif sur les zones intermédiaires de transition entre les habitations, les espaces cultivés agricoles et la forêt. Et donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont en faveur des agriculteurs et surtout qui incite les agriculteurs à davantage s'intégrer et à intégrer le risque incendie dans leur pratique quotidienne. Je vais peut-être passer assez rapidement là-dessus. Ensuite, un certain nombre d'outils, donc j'en ai parlé un petit peu, mis à disposition des préfets, puisqu'en fait, dans notre esprit, le préfet de département est l'acteur majeur pour coordonner, pour initier toutes les politiques et assurer leur coordination. Et dans des moments comme ceux qu'on connaît, pour éventuellement déclencher des plans spécifiques sur le territoire. Donc, c'est le préfet qui est le pilote, avec une capacité à identifier s'il y a des zones de danger rapidement et à mobiliser un groupe, une espèce de comité rapidement sur le territoire. Avec, donc je le disais, le risque incendie intégré dans l'ensemble des politiques locales pour pouvoir mobiliser tous les financements, tous les leviers existants et être plus efficace. Y compris, mais ça c'est une disposition que le gouvernement n'a pas encore mis véritablement en place, c'était un certain nombre de préconisations de l'État par rapport au type de construction aussi dans les zones à fort risque en fait d'incendie pour qu'il y ait là encore une meilleure résilience. Alors vous avez parlé des OLD, c'est une chose. Mais puisque l'idée, c'est de dire quand on a bien fait son débroussaillage autour de sa maison, en cas d'incendie, il vaut mieux rester calfeutré dans la maison. Mais encore faut-il que la maison réponde à un certain nombre de paramètres. Donc voilà, l'idée, c'était dans cette logique-là que petit à petit, en matière de construction, on s'adapte comme finalement on s'est adapté au séisme, enfin voilà, au risque sismique, voilà, qu'on ait des habitats qui soient aussi plus adaptés au risque incendie quand il est véritablement présent sur un territoire. Voilà en quelques mots, nous, les grands axes de notre réflexion, sachant qu'on suit la mise en œuvre aujourd'hui par l'État. Moi, j'observe que dans bon nombre de territoires, les préfets de département se sont emparés, ont créé des commissions départementales avec l'ensemble des acteurs que j'ai évoqués et travaillent aujourd'hui à la fois à s'organiser pour être plus résilient, à s'organiser si besoin en cas d'incendie, mais aussi à sensibiliser, parce que ça c'est un aspect important, la population qui est quand même le premier facteur de risque, aux bons gestes, voilà, ou plutôt aux gestes qu'il faut désormais éradiquer, genre fumer et balancer son mégot par la fenêtre, ou même se permettre de faire des barbecues quand on est à proximité de zones de pâture ou même pas de forêt, mais juste de pâture, voilà. Donc, il faut qu'on intègre une culture un peu du risque. Et pour ça, on insiste notamment beaucoup, parce que ça parle finalement aux gens, sur la valeur du sauvé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des chiffres et des éléments sur les bons gestes. Ça peut permettre quand même d'éviter des dégâts très, très importants quand ce n'est pas des problématiques humaines, en tout cas des risques. Voilà.
en quelques mots. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour ces éléments. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans le chat, on les prendra au compte-gouttes pour mieux comprendre vos besoins et y répondre le plus justement possible. Maintenant, je vais donc laisser la parole à Arthur Guérin-Turc. Donc peut-être si tu veux présenter donc le programme Habiter les cendres sur la forêt de la Thèse de Buch et rebondir aussi sur ce que tu as entendu si besoin. Partager. Tu as ton micro coupé. Normalement, c'est en haut à droite de ton écran, microphone. On ne peut pas le faire à ta place. Il me semble que c'est à toi de... En attendant, si vous avez déjà une question pour Madame la sénatrice pour ces aspects plus réglementaires, nationaux ou même de sensibilisation pour savoir... Ah, on a une première question. Madame la sénatrice, y a-t-il une stratégie de pénalisation plus forte des auteurs incendiaires? Je crois me souvenir que les amendes sont ridiculement basses. Je sais pas si vous avez une réponse à apporter. Si, alors de mémoire, si, hein, les sanctions ont été majorées. Et en termes en fait de contrôle, il y avait aussi, vous savez, sur la réalisation des OLD, nous ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit inscrit dans les contrats d'assurance de la même manière, par exemple, qu'on fait ramoner sa cheminée et que si la cheminée n'est pas ramonée et qu'il y a un incendie, l'assureur peut décliner sa responsabilité. Bon, ça, c'est encore pas complètement également mis en place par le gouvernement, mais voilà, on cherche à cranter un maximum toutes ces actes et ces opérations qui quand même apportent plus de résilience. Je ne peux pas vous dire le type d'amende, mais ça a été majoré, surtout que vous savez qu'on a interdit donc de fumer dans les espaces forestiers. Je leur demande à mon collègue, vous le direz d'ici la fin du webinaire, mais avec une majoration des amendes. Et en effet, vous parliez aussi des assurances, et c'est vrai que c'est aussi un sujet d'inclure un peu tous ces professionnels immobiliers, notaires, assureurs dans ce risque-là, pour mieux informer les citoyens, les propriétaires qui habitent proches de ces endroits. Tout à fait. Et notamment dans le cas de la transmission, enfin dans l'achat d'une maison, que le notaire effectivement puisse bien souligner au nouvel acquéreur qu'il est situé dans une zone, par exemple, de risque incendie important, qu'il devra réaliser un certain nombre d'opérations de débroussaillage annuellement, voire peut-être à l'avenir, si les choses évoluent, il devra faire des travaux pour rendre son bâtiment et son habitation plus résilientes aux incendies. Effectivement, c'est important que... On a une autre question. Quelle obligation d'intégration dans les documents de planification, notamment les PLUI? Alors là aussi, c'est en cours, mais l'idée, c'est que quand on réalise son PLU, de la même manière qu'aujourd'hui, pour une collectivité PLU ou PLUI, elle doit travailler avec les services de l'administration, donc les DDT, voilà, sur le volet agricole, quelle est la stratégie. L'idée, ce serait qu'elle intègre davantage la situation des massifs forestiers. Ce qui n'est pas systématiquement le cas. Alors, il y a des collectivités qui le font, et je pense que dans le cadre de la diffusion des PLUI, des plans d'urbanisme intercommunaux, ça va devenir absolument nécessaire, parce que du coup, on appréhende des zones beaucoup plus larges où les forêts vont avoir une place importante. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Voilà. Et on pouvait avoir des PLU qui, finalement, ne s'intéressaient pas plus que ça à la réalité des massifs forestiers. Donc, quand les communes ne sont pas elles-mêmes propriétaires de forêts, elles n'ont pas systématiquement le réflexe de dire je mets des considérations sur les espaces forestiers dans mon PLU. Donc, voilà, l'idée, c'est que ça se passe pas seulement dans les PADD, hein, pas seulement dans voilà, mais de manière beaucoup plus importante, là aussi en fonction de la localisation et du risque. C'est-à-dire,
on est dans un territoire avec un risque avéré, voilà, ça devrait être obligatoire et systématique. On a justement donc Gilles Guérini avec qui j'ai échangé sur les massifs forestiers de Corse qui précise donc l'amende donc 15 000 euros d'amende en cas de destruction, dégradation ou détérioration involontaire d'un bien par incendie. Alors, il y a plusieurs d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Est-il prévu que les mairies peuvent entreprendre des travaux de débroussaillage en lieu et place ou à la charge des propriétaires défaillants? Est-ce que entre-temps, il y Alors, a... je crois qu'elles peuvent le faire et après en confier, enfin en renvoyer la facturation aux propriétaires. Dans les cas, en fait, c'est un petit peu la même chose quand on a des habitats en bordure de voie publique et qui présentent un danger. Mais là, il faut vraiment qu'on soit dans un territoire où il y ait un risque incendie fort. Voilà. Pour quelque part justifier l'intervention de la collectivité en lieu et place du propriétaire. Il faut bien sûr que la collectivité puisse justifier qu'elle a fait beaucoup d'injonctions qui n'ont pas fait l'objet de retour. Voilà, mais c'est effectivement possible. Alors, les communes évitent quand même de faire ce genre de choses, parce qu'après, on parle dans des procédures, enfin, si, voilà, et avec des propriétaires qui peuvent ne pas repayer tout de suite, donc il y a des sujets financiers. Euh, mais l'idée du renforcement des zonages en fait incendie permettra justement d'actionner ces leviers plus facilement. Et ça, c'est relatif aux habitations, mais vous avez noté aussi, pardon, j'ai pas remis la caméra, vous avez noté aussi qu'on a créé en fait une possibilité aujourd'hui pour les communes de préempter des espaces qui seraient un peu laissés finalement à l'abandon aux abords des habitations. On est tout prudent sur le droit de préemption des communes, parce que c'est pas quelque chose que le droit français apprécie. On est très attaché au droit de propriété en France. Mais néanmoins, voilà, quand il y a un espace boisé ou naturel qui visiblement est laissé à l'abandon, là aussi, ça après des injonctions, plusieurs injonctions, la commune doit être en possibilité de l'acquérir et de le remettre en état. Voilà, de le remettre en état pour assurer en fait une meilleure résilience au risque incendie. Super. Alors, on a une autre question sur oui, l'alerte faite par les communes forestières en avril sur les difficultés rencontrées par les préfets pour mettre en place les OLD. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne sais pas si la situation a avancé depuis cette annonce par Non, les mais c'est communes très forestières. C'est vrai compliqué. que c'est... C'est très compliqué de faire réaliser les OLD, voilà, parce que malheureusement, les gens n'ont pas conscience du risque qui pèse d'abord sur eux, mais ensuite, effectivement, de propagation sur les autres. Donc je reviens là-dessus, c'est qu'il y a quand même, faut quand même qu'il y ait une prise de conscience de nos concitoyens, parce que tout ce qu'on fera, on le fera d'abord avec leur participation. Je sais qu'il y a un taux de réalisation qui est très faible des OLD. On dit que c'est autour des 30%. Alors ça s'est peut-être un peu amélioré depuis notre rapport. Euh, mais non, c'est toujours très compliqué. Et une fois encore, on se heurte au droit de propriété parce qu'il s'agit d'intervenir sur des parcelles voilà, de propriétaires. Et puis, vous savez, il y a cette notion, j'ai plus précisément les critères, mais qui fait que, en fait, on doit nettoyer dans les 50 mètres, je crois que c'est ça, autour de son habitation. Oui, Et c'est si ça. les Oui. 50 mètres, c'est chez le voisin, Mm, eh ben, on doit le faire quand même, voilà. Donc, c'est ça. c'est assez compliqué à mettre en place, en fait, les LD. Et nous, on pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une possibilité. C'est pour ça que le préfet est décisif dans toute cette stratégie de lutte contre les incendies. Il faut vraiment que les préfets en fait, s'emparent de ces sujets, que les DDT dans les territoires accompagnent les communes. Et bon, bah, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on se heurte aussi un peu à un manque de moyens, parce que tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'animation en fait, sur les territoires. On parle quand même à chaque fois d'un nombre important de propriétaires. Et donc, c'est beaucoup d'animation, de temps, à la fois pour les communes et pour les services des DDT, quoi. Donc, ça évolue Ouais. dans le bon sens, mais c'est pas réglé. On est d'accord. Et il y a une autre question un peu plus d'ordre pratique, donc je pense que la personne est concernée, qui dit que les arrêtés ont été souvent pris récemment à un moment où les travaux dans les bois sont déconseillés, voire proscrits. Et donc, dans ce cas, que doit faire le propriétaire nouvellement concerné par les OLD? Est-ce qu'il faut débroussailler maintenant ou attendre l'automne? Alors, je pense qu'il faut que vous consultiez votre mairie parce qu'on avait, en termes, ça c'est toutes les injonctions un peu contradictoires du droit.
Et c'est vrai que là, dans les dernières lois, on a beaucoup parlé de ces articles L411 qui interdisent le débroussaillement pendant les périodes de nidification des oiseaux, enfin, des animaux d'une manière générale. Et l'idée, c'était qu'il y ait quand même une priorisation par rapport à un risque réel et avéré. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a un risque réel et avéré, qu'il y a des périodes de forte canicule, de forte sécheresse et que vous avez vraiment beaucoup de broussailles autour de chez vous, je pense qu'il ne faut pas attendre, mais par contre, je vous invite à vous tourner vers votre mairie, quitte à ce que votre mairie interroge peut-être les services de la DDT en vous disant c'est vraiment bon, là, il peut y aller ou pas. Voilà. Je pense qu'il faut. Le préfet aura la capacité de donner un pouvoir de dérogation et de vous permettre de réaliser vos travaux sereinement sans attendre. Voilà. Mais tout ça n'est encore, parce qu'en fait, c'est des réglementations européennes, donc on ne peut pas y déroger. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des modalités qui sécurisent juridiquement les particuliers, voire les entreprises qui font ces travaux chez les particuliers. Mm. Et justement, à côté donc, des OLD, il y a aussi les techniques de brûlage dirigé dont je parlais. Ouais. Et donc, quelqu'un demande comment elles sont perçues aujourd'hui par l'État, ces techniques de brûlage préventif, promues par certains experts et par certains SDIS. Alors, ça, c'est quand même des utilisations très, très particulières, hein, qui sont faites éventuellement, sont menées à ma connaissance hein, par les pompiers. Donc, c'est pas un particulier qui décide de faire un brûlage. Voilà, hein. Donc, ça doit être mené sous contrôle opérationnel des pompiers. Et ça doit, à mon avis, s'inscrire dans des préconisations qui sont définies dans le règlement de lutte contre les incendies. C'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. C'est très encadré et c'est dans certains cas, quoi. Enfin, moi personnellement, j'en ai jamais vu pratiquer, mais je sais que ça se pratique, hein. Des espèces de contre-feux ou, ou hein, enfin, effectivement, un moyen intéressant de lutter contre la propagation de l'incendie, mais une fois encore, quoi. C'est pas à mettre en toutes les mains, hein. Tout le monde ne peut pas faire son contre-feu, quoi. Oui, tout à fait. Il faut être formé. Il y a notamment Et des les commissions pompiers, ce sont les locales. pompiers. Ouais, Ouais, c'est les pompiers, qui voire se chargent. effectivement peut-être des acteurs habilités par le préfet, mais c'est pas les particuliers, hein, c'est clair. Non, non, c'est pas les particuliers du Mm. tout. Mais ouais, c'est vrai que il y a aussi une question donc, sur la sensibilisation et la communication auprès des touristes présents dans les territoires exposés au risque incendie. C'est vrai que souvent, c'est en plus des endroits très touristiques. Donc, c'est ce que vous disiez, tous les enjeux de sensibilisation. Oui, voilà. Alors là, on a fait des préconisations bon, qui sont un peu classiques, c'est-à-dire des communications sur les autoroutes, vous savez, sur les panneaux, là. Des communications dans les trains, éventuellement aussi dans Mm. les avions. Enfin, voilà. Puisqu'on peut penser que les habitants d'un territoire sont sensibilisés ou vont l'être de plus en plus. Par contre, effectivement, le touriste, ne pense pas qu'il est dans une zone, enfin, ça ne lui vient pas forcément à l'esprit qu'il est dans une zone particulièrement exposée au risque incendie. Donc, oui, il y a des campagnes télévisuelles aussi, hein, des flashs voilà, sur les différents Mm. médias, radio et autres. Donc, mais après, moi, j'avoue qu'en tant que président des communes forestières dans mon territoire, on a identifié, bon, moi, je ne suis pas dans un territoire particulièrement à risque puisque je suis en Bourgogne, mais bon, mais il y a quand même à peu près 80 communes qui sont dites à risque, hein, sans être dans un risque maximum, mais qui commencent à être exposées. Et là, nous, on mène des actions avec les maires pour finalement informer un peu toute l'année la population, parce que ces populations qui sont nouvellement exposées n'ont pas toujours euh, forcément les bons réflexes, quoi. Elles pensent toujours que mais non, c'est pas pour eux, c'est pour le Sud, ils n'ont rien à Mm. craindre. Enfin voilà, il y a quand même. Voilà. Donc Oui, il y a c'est ça. beaucoup de choses qui sont Ouais. menées sur les médias notamment et tous les supports. Oui, c'est ça, quand on avait échangé, vous me parliez de ces territoires auxquels on pense pas forcément quand on pense feu de forêt, mais qui sont malheureusement de plus en plus exposés. Et enfin, comment elles prennent en charge, comment elles s'emparent de ce sujet-là? Est-ce que c'est... Alors justement, là aussi, il y a une graduation, c'est-à-dire qu'en fonction du risque, s'il est encore faible, enfin, il est quantifié, quoi, voilà, Mm. par le préfet, hein, tout se passe au niveau de l'administration préfectorale. Et donc, en fonction, il organise, que je disais, cette fameuse commission départementale avec l'ensemble des acteurs qu'on a évoqués et il préconise des actions.
Voilà. Et c'est comme ça que les maires des communes concernées sont informés. C'est comme ça que petit à petit, les pompiers viennent sur le territoire, regardent bien si toutes les voies d'accès sont là, s'il n'y a pas, par exemple, des routes forestières barrées. Enfin, voilà. Donc, les choses aujourd'hui se mettent en place vraiment en fonction de la graduation. Si vous êtes un territoire qui commence à avoir des risques, mais ça ne va pas être la même chose qu'un territoire qui nous semble aujourd'hui vraiment plus exposé. Voilà. Et ce n'est pas forcément géographique, parce qu'on l'avait vu dans les monts d'Arrée et autres, près de 1800 hectares qui ont brûlé. Donc, c'est vraiment, il y a un travail d'identification et de caractérisation du risque au niveau des départements, euh, notamment avec les pompiers, avec les SDIS et les forestiers qui connaissent bien leur peuplement aussi. Et en plus, je suppose que évidemment, c'est lié à la question de l'eau et que si c'est des territoires qui sont habitués à être avec beaucoup de pluie, avec des états de sécheresse, ça peut aller aussi ça peut menacer. Donc, est-ce qu'il y a des travaux avec les acteurs de l'eau également pour essayer de limiter la sécheresse des massifs? L'urbanisation des sols, évidemment, est aussi en cause. Ouais. Alors sur l'eau, ce que je vous dis, c'est que maintenant, quand on examine un massif forestier, on regarde effectivement tout ce qu'il y a autour, donc les zones intermédiaires, agricoles et autres. Par exemple, moi, en Côte d'Or, c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré que les vignes étaient plutôt un rempart, un peu coup-feu. Sauf que les pratiques bio se développant, on a parfois de l'herbe dans les vignes et que du coup, elles deviennent conducteurs. Voilà. Donc, il y a une autre stratégie qui est mise en place, mais c'est vraiment en fait, voilà, vraiment, vraiment du cas par cas. Et puis après, on rentre dans le massif et on regarde où sont les points d'eau dans le massif. Est-ce qu'ils sont accessibles pour un fourgon pompe? Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir puiser l'eau ou pas? Donc, vraiment, tout le travail qui est fait aujourd'hui de cartographie, des dessertes et de repérage, sont-elles accessibles ou pas? Je me répète, parce que parfois, il y a des dessertes qui sont fermées. Voilà, donc il ne faudrait pas que les pompiers se retrouvent là. Et puis, où se situent les points d'eau? Est-ce qu'ils sont équipés pour qu'un fourgon-pompe puisse aller se ralimenter? Enfin, tout ça, c'est le travail qui est fait aujourd'hui dans le cadre de ces commissions et en l'occurrence surtout par les services des SDIS, une fois qu'ils ont identifié tous les massifs vulnérables. Tout à fait. Et au début de votre intervention tout à l'heure, vous parliez d'un électrochoc pour les acteurs au niveau de ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment a été propulsé avec les incendies de 2022 ou est-ce que ça a juste permis d'aller un peu plus vite sur certains projets? Non, les incendies de 2022 ont vraiment été un déclencheur. Pas tant pour les forestiers, parce que les forestiers, ça fait un moment qu'ils voient dépérir leur forêt et qu'ils voient que la santé des forêts se dégrade et peut être un facteur d'incendie. Bon, mais je dirais que dans les zones hors sud, jusqu'à maintenant, ça se traduisait parfois par des départs de feu en bord de route, mais qu'on arrivait assez vite à neutraliser, alors que là, on voit que maintenant, on est dans des incendies beaucoup plus importants. Donc oui, ce qui s'est passé en 2022 a mis l'alerte, notamment au niveau des pouvoirs publics, et a vraiment mis en exergue cette nécessité que les acteurs se parlent. Et quand je vous dis acteurs, c'est que les forestiers parlent aux pompiers, qui parlent aux maires, parlent aux agriculteurs, parlent aux associations de randonnée. Voilà, c'était la nécessité de partager le diagnostic et de partager l'action de prévention. Oui, tout à fait. On a des petites précisions justement parce qu'on est écouté par certains experts qui font des distinctions entre brûlages pastoraux et brûlages dirigés qui Oui, du coup sont pas effectués par les mêmes personnes oui, et que dans les Pyrénées par exemple un berger peut le faire. oui. Euh, et également en Corse une précision que les OLD sont très difficiles à appliquer à cause du désordre foncier. Donc évidemment il y a aussi ces sujets-là qui rentrent en ligne de compte. Non, mais il y a beaucoup de marge d'amélioration sur les OLD. Ça, c'est le gros sujet. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'on arrive à connecter Arthur Guérin-Turc? Peut-être que si je l'appelle? Oui, allez, je pense. Hop. Vous êtes en haut-parleur. Je suis pas encore. C'est bon, je suis à la passation. Je vous représente. Donc, vous êtes géographe de l'environnement et vous êtes coordinateur du programme de recherche-action Habiter les cendres
au POPSU, donc, qui est un programme spécifique à la forêt de la Thèse de Buch, enfin, donc de la forêt des Landes de Gascogne, donc très différente également dans sa structure. Alors, j'ai travaillé sur la thèse de Buch, mais aussi sur la forêt de l'Andiras, la forêt landaise de plantation. Donc, c'est vraiment deux forêts très différentes. La forêt dunaire de la Teste, justement, qui posait des problèmes de voies d'accès, c'était dit par la sénatrice tout à l'heure, et la forêt de l'Andiras, où là, pour le coup, il y avait des voies d'accès. Il me semble, mais j'ai pas, il y a un moment donné, j'ai pas tout entendu, mais de bien distinguer les politiques de prévention et les politiques de lutte. Et parfois, il peut y avoir des confusions peut-être entre les deux, entre prévention et lutte. Quand on parle de voie d'accès, c'est une politique d'aménagement pour la lutte au moment où l'incendie se déclenche, alors qu'un aménagement de pare-feu, eh bien, c'est une politique de prévention. Et en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est est-ce qu'il faut que les pompiers arrivent le plus vite possible, ou alors est-ce qu'il faut que le feu franchisse le moins d'hectares possible, brûle le moins d'hectares possible. Alors évidemment les deux, hein, évidemment les deux. Mais voilà, il me semble que là j'ai lu la stratégie nationale qui sur les incendies qui a été communiquée début juin par le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Transition écologique. Et il y a quand même quelques points qui je pense, vont dans le sens des résultats de notre recherche sur les incendies, notamment l'aménagement des interfaces entre la zone urbanisée et les forêts. Et ça, c'était dit par Madame la sénatrice sur la nécessité de mettre en place des lisières entre l'habitat et la forêt. Et là, d'un point de vue réglementaire, il y a encore, il me semble, du retard. Alors, c'est pas que la question des OLD, mais ça a été dit tout à l'heure, justement, sur la meilleure intégration des plans d'urbanisme, enfin, la meilleure intégration du risque incendie dans les plans d'urbanisme. Et l'aménagement de ces lisières entre habitat et forêt me semble absolument important et nécessaire. Bon, là, pour l'instant, la stratégie nationale ne détaille pas, mais ça pourrait aller. Voilà, je vous avais mis une image pour vous montrer voilà, de quoi on parle exactement. On parle de ces lotissements qui sont en bordure de forêt. Là, on est en pleine forêt landaise. La question, c'est de combien de mètres faut-il laisser la bande vierge entre la forêt et le lotissement. Et là, il y a beaucoup de crispations de toutes parts, de la part des propriétaires forestiers, mais également de la part des promoteurs immobiliers, par exemple, ou des élus locaux. Un autre point qui me semblait important aussi, c'est on a assez peu parlé, mais c'est agir sur la sylviculture et dans la stratégie nationale qui est parue début juin, il parle de travailler sur la structure des massifs forestiers pour limiter le risque de propagation en évitant les continuums de végétation. Donc ça va toujours avec l'idée que il faut lutter contre les continuums. Il faut lutter contre justement le fait que le feu puisse se propager en jouant sur la fragmentation du massif. Il faut vraiment fragmenter le massif. Donc là, ça renvoie à un plan d'aménagement par massif. Et il me semble que ça revient pas mal dans la stratégie nationale, cette idée de considérer non pas la forêt à l'échelle nationale, mais avoir une logique de massif, parce que la culture du risque n'est pas la même en forêt méditerranéenne, en forêt corse, en forêt landaise, dans le Morvan, évidemment, puisque on parle de culture du risque, mais voilà, le risque n'est pas le même non plus, il n'y a pas la même histoire, la même géographie aussi liée aux incendies, et je crois qu'on a des Corses qui sont là et qui évidemment pourront bien nous dire que l'incendie n'est pas du tout appréhendé de la même façon que dans les Landes. On parlait de brûlage dirigé contre feu tout à l'heure. Voilà, ça c'est des choses qui sont très étrangères aux Landais. Et dernier point, puisque comme j'ai la parole, la stratégie nationale de début juin indique la mise en place de bonnes pratiques comme la mosaïque de peuplement. Donc ça veut dire pour de façon un peu plus explicite, introduire davantage de mixité des essences, puisque les forêts mixtes sont plus résilientes, ou en tout cas permettent de ralentir la propagation du feu par rapport aux forêts monospécifiques. Donc ça, il me semble que c'est un point également qu'on pourrait développer. Et également, dernier point, mais là vraiment j'arrête, c'est adopter une définition commune réglementaire des aménagements DFCI. La DFCI, c'est aussi
différentes conceptions et réglementations et réalités en fonction des massifs. Et donc, il faudrait sans doute harmoniser ce qu'on entend par l'ADFCI en fonction à l'échelle nationale pour mieux se comprendre, quoi. Ouais, et qu'est-ce que... Désolé pour le son. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez justement développer un peu plus cette vision enfin, ce que vous préconisez au niveau de la DFCI et qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau national pour que ce soit mieux plus homogène? Dans la recherche auprès des acteurs locaux dans la forêt landaise, on a introduit le concept de trame rouge, qui serait la mise en place d'une planification, d'un schéma global de planification justement de ces fragmentations, ce qu'on appelle en fait un réseau de coupure de combustible, c'est-à-dire d'espaces qui permettent au feu de se propager très rapidement, parce que c'est ce qu'on s'est aperçu en 2022 lors du feu de l'Andiras, que le feu s'est propagé très rapidement et sur des très grandes distances parce qu'il y avait des conditions météorologiques qui l'expliquaient, mais aussi parce qu'il y avait un continuum et une structure sylvicole qui le permettait. Donc nous, notre souhait, c'est d'interpeller justement le législateur pour mettre en place cette trame rouge, un peu à l'instar d'autres outils. Ça fait un peu référence à trame verte ou trame bleue, mais qui sont en fait des outils de gestion, de planification, d'aménagement du territoire forestier au risque incendie. En soi, tout est déjà là, en fait, dans la stratégie nationale. Les outils sont aussi là. On a déjà des plans, des PPRIF, ça a été dit, qui existent, mais ce serait harmoniser sans doute et rendre plus opérationnels aussi ces aménagements-là. Voilà. Après, en termes de DFCI aussi, c'est dire de quoi parle-t-on, parce que dans les Landes, c'est une association de propriétaires, mais dans d'autres massifs, pas du tout. Donc voilà, parfois aussi, il y a des confusions sur un terme qui désigne des réalités différentes. Oui, tout à fait. Et en plus, en soulignant également que donc 70% des forêts françaises sont possédées par des acteurs privés. Donc c'est aussi difficile de mettre tout le monde autour de la table, je suppose. Expliquer tout ça. Oui, autour de la table, on y arrive toujours à mettre les gens autour de la table. C'est plutôt, nous, ce qu'on a observé, c'est par exemple les pare-feux. On veut aménager un pare-feu en forêt landaise, sauf que là, actuellement, il y a des pare-feux qui sont aménagés parce que certains propriétaires privés ont décidé d'en aménager un. Mais voilà, mais si ces propriétaires privés ne souhaitent pas aménager de pare-feu, il n'y a pas de pare-feu. Et ça, c'est là où il faudrait avoir un plan qui puisse s'imposer en fait aux propriétaires privés de mise en place de pare-feu avec, on peut tout à fait l'envisager, des compensations financières par rapport à la plantation qui aura disparu. Mais en fait, on parle de surface finalement assez faible. Et donc, j'ai bien aimé le concept tout à l'heure qui a été donné de la valeur du sauvé. Il me semble que ce concept de valeur du sauvé, c'est pour être en effet développé. C'est-à-dire combien sommes-nous prêts à reculer en termes justement de pare-feu, de lisière, c'est-à-dire d'espaces laissés à nu, vacants, qui ne soient pas enfrichés, pour sauver justement le massif forestier. Pour sauver le massif forestier et aussi quand même sauver les populations, parce que ce sont elles les plus vulnérables, toutes les populations qui vivent en bordure de forêt. Et il y en a, en effet, ça a été dit, de plus en plus. Madame la sénatrice, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit ou préciser justement cette notion de valeur du sauvé. Oui. Non, mais revenir aussi sur, je dirais, la réalité des stratégies sylvicoles qui, pour bon nombre, existent déjà, parce que ce que je disais, les forestiers, ça fait longtemps qu'ils ont vu en fait l'impact des dépérissements dans leur forêt et les risques grandissants. Mais en fait, moi, je veux vraiment souligner que les réponses aux incendies ne vont pas être les mêmes d'un territoire à l'autre. Et nous, l'idée que nous avons dans une approche qui est très territoriale, alors c'est les départements, mais voilà, parce que ça nous semblait être l'échelon le plus adapté, mais quand il y a des massifs qui chevauchent des départements, il y a bien sûr des coordinations au niveau des préfets, comme d'ailleurs les SDIS se coordonnent d'un département à l'autre quand il y a des massifs ou des risques incendies qui partagent.
Les commissions régionales forêt-bois intègrent aujourd'hui la notion d'incendie. Les plans simples de gestion intègrent, donc dans le privé, intègrent la notion d'incendie. Les plans d'aménagement et l'ONF pour les forêts publiques intègrent aujourd'hui la notion d'incendie. Donc, je dirais qu'en matière de gestion sylvicole, l'ensemble des acteurs, alors là aussi, c'est une montée en puissance parce qu'on ne révise pas son schéma tous les ans. Donc, au fur et à mesure que les schémas arrivent à échéance, mais même en amont, enfin voilà, que ce soit les gestionnaires publics, l'ONF ou les gestionnaires privés, intègrent de plus en plus cette notion d'incendie en fonction là aussi du risque qu'ils identifient sur leur territoire. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, je reste attachée à une stratégie territoriale, parce que comme le disait monsieur, la réponse ne va pas être la même en fonction des massifs, en fonction de la typologie des massifs, de la topographie des massifs, de la propriété sur les massifs. Donc, je pense qu'il faut être assez pragmatique. Et je ne sais pas, moi, en fait, je m'interroge en entendant s'il faut faire des définitions nationales. L'important, c'est que le préfet, dans la commission départementale, avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, apprécie la qualité de la réponse et si elle est insuffisante, qu'il peut monter en graduation. Voilà, mais qui en tout cas une adaptation vraiment en fonction des territoires. N'hésitez pas à rebondir également dans le chat si vous avez des questions à ce sujet. C'est sur des termes assez techniques. Je ne sais pas si tout le monde a bien en tête toutes ces idées. Arthur, vous êtes aussi revenu sur le sujet. C'est vrai qu'on a peu abordé le sujet de la monoculture et de l'importance aussi d'avoir des forêts de structures différentes. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne sont pas tous forcément au fait de ces bienfaits et pourquoi c'est aussi primordial? Et où on en est d'ailleurs dans la forêt des Landes, qui est pour le coup assez concernée par le sujet. Oui, alors bon, vraiment là pour faire auprès du grand public, il y a deux grandes familles d'arbres, les feuillus et les conifères, et une forêt qui ne serait que dans une seule essence, donc on appelle une forêt monospécifique, et jugée par les scientifiques plus vulnérable aux incendies, mais pas qu'aux incendies d'ailleurs, aussi aux maladies, aux risques sanitaires, aux tempêtes. Enfin voilà, la forêt landaise est un cas assez emblématique. Et il a été montré que les forêts mixtes, donc qui couplent des feuillus et des conifères, donc les feuillus, bon, le chêne étant le plus connu, mais il y en a plein d'autres, eh bien, sont dites plus résilientes dans le sens où elles permettent de garder davantage d'humidité. Et donc, par les temps de forte sécheresse l'été, c'est ce qui permet justement de les rendre, en tout cas, de rendre le feu moins rapide. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas croire non plus que les forêts mixtes sont invincibles, mais elles permettent de ralentir la propagation du feu. Et nous, on a beaucoup travaillé justement avec des écologues, mais aussi avec les pompiers là-dessus, sur qu'est-ce qui permettrait de réduire la vitesse de propagation du feu. Et donc là, il y a des expérimentations dans la forêt landaise, justement, après ces incendies, où on est en train de planter des haies de feuillus en bordure de parcelles. Alors, c'est pas encore une forêt mixte, mais ça s'en approche, parce que, justement, tout le monde voit bien qu'il y a nécessité, justement, de protéger par la mise en place de lisières, ça a été dit, par la culture du risque, évidemment, mais il faut aussi jouer sur la structure sylvicole du massif. Alors après, évidemment, chaque massif est différent. Moi, je parle de la forêt landaise qui est très singulière. Mais bon, on peut retrouver aussi ces problématiques dans d'autres massifs forestiers. Juste, je reboucle sur la question de la DFCI. En fait, je reprenais la stratégie, en fait, dans un point de la stratégie nationale qui était d'adopter, je cite, adopter une définition commune réglementaire des aménagements DFCI. Et ça rejoint, je pense, ce que je disais au début sur qu'est-ce qu'on entend par la prévention et qu'est-ce qu'on entend par la lutte. Et que parfois, j'ai notamment des collègues en Sologne, où justement la DFCI va être un peu confondue avec le SDIS, c'est-à-dire la lutte, les pompiers, alors que dans la forêt des Landes, pas du tout. La DFCI, c'est les propriétaires qui gèrent les aménagements, les points d'eau et les pare-feux. Voilà, donc c'est aussi derrière la question réglementaire aussi, c'est
quelle politique aussi on entend mener avec quel acteur, et peut-être que ça permettrait de clarifier. Mais bon, en effet, le plus important, c'est que les choses soient mises en œuvre. Et là, il me semble qu'on a un vrai effort à faire sur la prévention. Parce que malheureusement, les moyens de lutte ne sont pas infinis, alors que la prévention, on peut continuer à agir pour prévenir toujours mieux, toujours plus les incendies qui ne manqueront pas d'arriver, malheureusement. Alors, on a 2 questions dans le chat. Quelqu'un qui dit que la gestion forestière reste encore très largement hors de portée des intercommunalités qui structurent pourtant majoritairement les politiques territoriales. Y a-t-il des réflexions d'évolution de la gouvernance pour que les collectivités deviennent codécideurs aux côtés des propriétaires privés de l'ONF? Ou en parité, délégation avec l'État? Pardon, oui, allez-y. Il y a beaucoup de stratégies locales de développement forestier qui existent, mais il faut que les élus s'en emparent, hein. Et c'est vrai que dans les territoires où l'économie forestière n'est pas majeure, les élus n'ont pas forcément l'habitude de participer à ces stratégies locales de développement forestier. Donc, il y a les chartes forestières, des plans de développement de massifs. Enfin, il y a beaucoup d'outils et qui fonctionnent très bien quand ils fonctionnent et qui permettent donc justement d'associer l'ensemble des acteurs, des usagers, des acteurs économiques, des pouvoirs publics autour de la table, donc de partager des diagnostics et de mettre en place des opérations concrètes qui, en fonction de la réalité du massif, peuvent varier. Il y a des chartes forestières, par exemple, qui ont mis en place des chaufferies bois, donc complètement autre chose, et d'autres qui se sont penchés sur la structuration foncière, comment effectivement faire en sorte que le massif soit géré d'une manière cohérente durablement, comment j'organise les dessertes, comment je mets en l'occurrence en place un programme de gestion sylvicole qui soit plus résilient peut-être aux incendies ou qui corresponde aux attentes du territoire. Enfin voilà, il y a des stratégies, des outils en fait de politique publique qui sont à disposition des élus, mais qui n'ont pas à ce jour vraiment franchi les limites des territoires très très forestiers. Et encore, il y a quand même pas mal de chartes forestières aujourd'hui, mais il faut que les élus s'en emparent. Et on a une autre question, peut-être plus pour Arthur, sur est-ce que les exploitants forestiers dans les Landes ont changé leur mode d'exploitation après les incendies 2022 et comment ils abordent les stratégies nationales et locales récentes? Il n'y a pas de son. On n'entend pas? Donc, Vous entendez là? Avec les autres participants, est-ce que vous entendez bien? allô? Oui, moi je vous entends, mais je ne sais pas si les auditeurs vous entendent. Ça y est, c'est bon. C'est activé. Oui. Parfait. Oui, ce que je disais, c'est que oui, les exploitants forestiers dans les Landes ont assez peu changé leur pratique, bien qu'il y ait quand même quelques bougées, on pourrait dire quelques petites évolutions, comme je l'évoquais avec la plantation de haies feuillues en bordure de parcelles. Après, l'accent est quand même beaucoup mis sur la demande de moyens de lutte des Canadaires. Voilà, ça c'est un gros sujet dans le Sud-Ouest. Donc ça se fait attendre d'avoir toujours plus des moyens de lutte. C'est que nous, on insiste aussi beaucoup sur la prévention et donc sur avoir un massif plus fragmenté. Et là, pour le coup, il y a peu de choses qui ont évolué sur la nécessité de mettre des pare-feux plus larges et plus nombreux. Voilà. Donc, mais ça, c'est plutôt. Après, la question, c'était plutôt sur les modes d'exploitation. Non, le mode d'exploitation landais n'a pas été bouleversé par l'incendie de 2022, comme il n'a pas été bouleversé par les tempêtes précédentes, par exemple. Merci. Il nous reste 2 minutes avant de terminer ce webinaire. Est-ce que chacun de vous deux pouvez peut-être avoir un mot de la fin, quelque chose que vous souhaiteriez qu'on retienne? S'il y avait une chose à faire, par où il faudrait commencer? Voilà, je vous laisse le champ libre pour conclure sur ce sujet hautement important. Qui démarre? Oui, je veux bien démarrer. Moi, ce qui me semble important, c'est que on monte en puissance dans cette prise de conscience et dans les actes qui sont menés sur le terrain.
La difficulté, c'est que finalement, quand on n'est pas en plein été, les gens ne sont pas forcément mobilisés sur le sujet et que la mobilisation, elle rejaillit quand on est dans la période de vulnérabilité. Donc, du coup, les OLD ne sont pas du tout toujours faites. Et, voilà. Et de la même manière, cette prise de conscience et cette mobilisation, et c'est un peu le fil conducteur, chez nos concitoyens, mais aussi chez les pouvoirs publics, c'est-à-dire de la commune jusqu'effectivement au préfet et plus globalement au choix notamment financier de soutien à l'équipement au niveau national, parce qu'une fois encore, moi je vois que ça avance. Voilà. Quand il y a beaucoup d'incendies, paf, il y a beaucoup de communication. Voilà. Et puis à nos concitoyens, bien penser pendant cet été que le risque, c'est pas forcément ailleurs, c'est aussi pour eux et que un coup de vent et une petite flamme peut avoir des conséquences catastrophiques. Merci beaucoup. Arthur, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je rejoins ce qui a été dit par même la sénatrice, que c'est une affaire qui nous concerne tous, surtout que dans le sud de la France, les forêts sont quand même largement pratiquées par les touristes. Nous, il y a quand même des campings qui ont brûlé en 2022. Il n'y a pas eu de mort en 2022 et on espère qu'il n'y en aura pas non plus. Mais il faut tout faire pour les éviter. Pour le faire, il faut mettre en place des politiques de prévention. Et donc moi, c'est le mot prévention, mon dernier mot, parce que c'est vraiment là-dessus que les pouvoirs publics devraient justement agir largement aux côtés des scientifiques. Parfait. Ben, merci beaucoup à tous pour votre temps. Le webinaire sera évidemment disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.